Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve du coup pour le point lecture du mois de mai 2021 qui arrive avec beaucoup de retard, c'est vrai, mais mieux vaut tard que jamais. Et comme pour le point lecture du mois d'avril, je vais me contenter de vous présenter seulement les livres qui me semblent susceptibles de vous plaire ou importants de mentionner durant ce point lecture. Voilà. Et sur ce, je vais tout vous présenter. Dans ce mois de mai, j'ai lu Au service surnaturel de Sa Majesté de Daniel O'Malley, donc qui va nous raconter l'histoire de Mae Fenway Thomas. Je crois qu'en plus dans le roman c'est marqué comment le prononcer, je ne sais plus. Bref, ce personnage, Madame Thomas, qui va se réveiller un beau jour dans un parc. Autour d'elle il y a des cadavres, elle a l'air blessée et dans sa poche elle retrouve un message qui dit si jamais tu oublies tout ce qui s'est passé, voici ce qu'il faut faire. Elle a tout oublié, mais l'ancienne elle lui a laissé un message tout simplement. Donc à partir de là, tout simplement le personnage va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Elle va intégrer une organisation surnaturelle dans le plus grand des calmes en essayant de cacher son amnésie et essayer de trouver qui a tenté de la tuer l'air de rien. Voilà, donc l'histoire grosso modo tourne autour de ça. C'est très particulier comme récit, mais j'avoue que j'ai passé un très bon moment mine de rien. Ça m'a pas mal amusé ce côté un peu décalé, voilà, avec un personnage qui ma foi est plutôt intéressant à suivre, plutôt fort, plutôt drôle aussi parfois. Et oui, cette situation improbable de s'être laissé un message après avoir été agressé, enfin bref, ce fait d'être agressé, de se réveiller, de trouver un message dans sa poche par l'ancien soi, je trouve que c'est plutôt original, oui, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, on a envie d'en savoir plus, de découvrir pareil en même temps que le personnage, son histoire, comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu l'amener à se retrouver donc dans ce fameux parc un beau soir. Et ma foi, l'histoire n'est pas décevante de bout en bout. Et du coup, oui, les personnages, on a droit à une galerie de personnages très étranges, très singuliers. Et ce livre, c'est tellement de choses, c'est vraiment un côté très décalé qui passe bien. Voilà, tout simplement, je passe un très bon moment. Je vous invite à vous le procurer parce que vous allez être étonnés, vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe. C'est très particulier, mais c'est une très bonne lecture et c'est très bien écrit également. Je trouve que c'est plutôt accessible, surtout si vous êtes amateur un peu de ce qui est science-fiction, surnaturel, fantastique. Vraiment, je pense que ce sera susceptible de vous plaire, d'autant plus qu'on a vraiment pas mal de personnages qui sont avec des capacités un peu hors normes à découvrir au fur et à mesure de l'histoire et c'est plutôt agréable à lire. Alors ensuite, le deuxième livre que je souhaitais vous présenter est totalement différent, on change totalement de registre, on va vers quelque chose de beaucoup plus doux et je vais vous parler de Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. C'est un très beau livre, déjà l'objet livre est juste magnifique, la couverture est incroyable, elle est très belle. On va se trouver donc dans un Japon contemporain et on va s'intéresser à un train très populaire là-bas. Chaque titre de chapitre est un arrêt de cette ligne ferroviaire et on va avoir droit à plusieurs personnages qui vont se croiser, qui ont des récits particuliers, qui vont s'influencer ou tout simplement se croiser, voilà, et c'est toute une galerie de personnages qui va proposer une sorte de théâtre un peu de la réalité, de la vie quotidienne au Japon à travers ce train, voilà, tout simplement, et c'est très beau. Il y a pas mal de leçons de vie qu'on peut en retirer, les personnages sont attachants avec chacun donc leur histoire, leur réalité, leur tristesse, leur bonheur, voilà, plein de choses comme ça. C'est vraiment un très beau livre et comme je le disais, c'est un livre très doux. En plus de ça, il y a un peu une dimension paysage puisqu'il y a une histoire qui va pas se concentrer mais qui va aborder le paysage à l'extérieur du train et voilà, c'est un mélange entre plein de récits de vie et ce paysage japonais contemporain et c'est une très bonne lecture ma foi qui change un peu de ce qu'on peut lire habituellement tout simplement et du coup je vous invite à vous le procurer si vous le pouvez. Durant mon stage également, j'ai eu à un moment donné l'opportunité d'ouvrir un carton et de découvrir un nouveau livre de Philippe Grimbert qui est notamment connu, je pense tous les étudiants, notamment connu pour Un secret qui va parler plus cette fois de la Seconde Guerre mondiale et des déportations. Là on est sur un registre plutôt différent puisque on va suivre Paul. Paul donc c'est le narrateur, c'est un peu un expert qui va faire des conférences pour aborder la question du deuil, qui va présenter donc des méthodes pour faire son deuil, comment le deuil s'opère, etc.
etc. Et donc il vit avec sa femme, il a tout pour être heureux jusqu'au jour où malheureusement sa femme décède. Et Paul se retrouve malheureusement bien embêté parce que toutes les clés qu'il avait jusque là, il n'arrive pas à les appliquer pour lui-même. Il est coincé un peu dans cette tristesse, il repère qu'il sombre de plus en plus dans une sorte de dépression, de tristesse. Voilà, il sent qu'il perd pied et qu'il n'arrive pas forcément à remonter. Et à côté de ça, il y a un homme très étrange qui va commencer à l'aborder et lui proposer un peu une solution susceptible de l'aider dans son deuil, notamment en faisant revenir sa femme par le biais d'un programme numérique. Donc sa femme serait sur son écran et ils pourraient communiquer tous les deux comme si elle était encore vivante. Et c'est très particulier comme récit. Je vais pas vous mentir, c'est très particulier. Ce côté un peu allié réalité et un peu de fantastique avec donc un programme qui serait capable de faire revivre les morts pour qu'on communique plusieurs fois avec eux. C'est intelligent, c'est d'après la quatrième de couverture, c'est relié un peu au mythe d'Orphée, qui est un mythe que j'aime beaucoup personnellement. Et c'est vrai qu'on peut faire un parallèle entre les deux. L'histoire est plutôt originale, plutôt, j'aurais tendance à dire sympathique, mais on va dire que les thématiques le sont pas trop, mais c'est plutôt beau, le message est beau, le personnage de Paul est vraiment touchant parce que comme je l'ai dit, il connaît cette étape du deuil, il connaît sa construction, la forme qu'elle va prendre, et pourtant il n'arrive pas lui-même à appliquer les conseils qu'il a pu donner dans ses conférences. Il est totalement démuni face à la perte de sa femme qui est morte d'un cancer en plus de ça. Donc voilà, il a vraiment beaucoup de difficultés, mais il est très touchant. Et à côté de ça, sa famille a beau essayer de l'aider, il n'y arrive pas. Et je me dis c'est un personnage qui peut parler à beaucoup d'entre nous, donc c'est un récit qui, je pense, peut plaire à pas mal de personnes, donc je vous invite à le lire si vous le pouvez. C'est un roman également qui a de très beaux messages et c'est pour ça qu'aujourd'hui je souhaitais vous le présenter dans ce point lecture. On va parler d'un autre roman cette fois-ci qui s'appelle Un paradis et qui est écrit par Cheng Kei, si je prononce bien. C'est un livre un peu compliqué, pareil à suivre je pense, puisque on va se retrouver dans une espèce de centre clandestin au niveau de Shanghai où se livre donc forcément un trafic illégal avec des femmes qui sont des mères porteuses qui vont être hébergées là-bas et qui portent donc les enfants d'autrui. Cette petite entreprise illégale est dirigée par le président, il est surnommé le président New Yugen, qui donc il est marié mais il a une maîtresse, sa relation est un peu compliquée, voilà et les femmes qui se trouvent dans ce centre se foutent largement de sa gueule. Mais il y a au sein de ce centre une sorte de sororité qui s'est mise en place entre donc les différentes femmes qui s'y trouvent, avec toutes des parcours très complexes, pas tout beaux on va dire, et chacune va se donner un nom de fruit un peu à la manière, je sais pas si vous le savez, mais les concubines impériales avaient tendance à être appelées comme des fruits ou des chiffres, ça dépendait, c'était vraiment, voilà, il y avait une sorte de nom commun on va dire comme ça. Et donc elles vont se prénommer Clémentine je crois, grenade, fraise, ananas, pomme, poire des neiges, etc. Et toutes ces femmes vont donc organiser leur vie, donc le livre va retracer leur quotidien dans ce milieu qui est très cloisonné, avec donc des règles, des interdits, beaucoup de... À nouveau je perds mes mots, mais voilà. C'est un univers très concentrationnaire. Et ces femmes vont essayer de se débrouiller avec chacune leurs problématiques personnelles. Le tout va être vu va être vu et décrit plutôt par toute jeune recrue qui est donc très jeune, voilà, qui est très jeune et qui en plus de ça est plutôt naïve, elle a un œil plutôt neuf sur le monde qui l'entoure. C'est presque une dystopie. On n'en est pas loin, un peu à la manière de Margaret Atwood à nouveau, mais c'est très particulier, c'est un peu indescriptible quand même comme livre. Le tout fait que c'est un roman qui est plutôt singulier, mais également beau. Il y a vraiment donc une dimension féministe dans le fait que ces femmes vont s'organiser entre elles. Il y a une véritable solidarité qui va se mettre en place, elles vont s'aider, elles vont être unies face à ce président, je crois qu'elle l'appelle le petit général à un moment donné, qui va donc essayer de ordonner leur vie, de leur donner des ordres, d'essayer d'en faire des pantins afin de reprendre leurs enfants et de les vendre sur le marché ensuite. Comme en plus elles sont plutôt nombreuses, ça va vraiment permettre à la fois d'avoir une vision globale sur la société chinoise, vous voyez ce que je veux dire, c'est une vision plus large on va dire sur la société chinoise
chinoise et notamment à l'égard des femmes, la façon dont elles sont perçues, la façon dont elles sont insérées dans la société et le côté un peu, enfin comme je vous le disais c'est un peu dystopie, c'est que ça permet également de critiquer un peu les éléments liés à la société chinoise avec la situation financière, l'intérêt pour l'argent, la façon dont le capitalisme s'implante, etc., etc., etc. Il y a vraiment cette dimension engagée autant féministe que politique. C'est parfois très cru donc je pense que certaines personnes devraient passer leur chemin, mais en même temps c'est plutôt intéressant. Comme je le disais, c'est singulier, c'est original, ça apporte quelque chose de neuf dans la littérature, donc pourquoi pas. Et en plus de ça, l'autrice ne va pas, comment dire, elle ne va pas pointer du doigt ce qui ne va pas, elle va laisser au lecteur le soin d'en prendre conscience et de se poser une réflexion par lui-même. Elle va vraiment pas chercher à l'influencer, elle va juste essayer de montrer ce qui ne va pas sans critiquer avec virulence ces points-là. Enfin, en tout cas, c'est un très très bon roman et c'est pour ça aussi que je souhaitais vous le présenter, c'est que même s'il paraît très particulier, il est plutôt intéressant au niveau du récit, de la construction et donc je vous invite à le lire. J'ai pu lire également dans ce mois de mai 2021 Pacifique de Stéphanie Hocher. Donc c'est un roman qui va parler de la Seconde Guerre mondiale, à nouveau quelque chose de très réjouissant, allez-vous me dire, sachant que là cette fois-ci on va s'intéresser à la figure des kamikazes japonais. On a un personnage masculin qui, je trouve, est tellement vide, entre guillemets, qu'il me fait penser un peu à un personnage générique, c'est-à-dire qu'il va permettre d'approcher une situation sans qu'il ait trop de caractères spécifiques qui en feront un individu à part entière. Ce serait un peu une manière de représenter tous les kamikazes. Et donc on va voir à quel point la société a pu influencer, la famille, la façon dont la propagande a pu entrer dans l'esprit des Japonais, les encourager à se sacrifier pour l'État, pour l'empereur. Voilà, donc plein d'éléments comme ça qui sont plutôt intéressants, qui permettent de mettre en lumière un phénomène qui est pas très très connu, ou en tout cas peu dans la littérature, en tout cas j'en ai pas croisé beaucoup durant mes lectures. Ce personnage, on va lui annoncer qu'il a l'immense honneur d'avoir été choisi tout simplement pour sauver son pays, que c'est un immense honneur que l'empereur lui fait, blablabla. Et alors qu'il devrait être on ne peut plus réjoui, se divise en lui plusieurs opinions. À la fois il est content d'avoir cet immense honneur, mais en même temps il doute de l'utilité de son action, et ça va vraiment permettre de montrer, je pense, une vision large, de questionner ce rapport au sacrifice, qui est quelque chose de souvent mis en avant dans la culture japonaise. Donc c'était plutôt intéressant comme roman. Après il est plutôt court, donc c'est une lecture qui se fait rapidement, et peut-être que justement je la trouve peut-être pas trop creusée du fait que ce soit très court, mais ça n'enlève rien au fait que l'écriture est plutôt accessible, que la thématique est plutôt intéressante et que j'ai passé un bon moment à découvrir cette histoire tout simplement. Et donc je vous invite à le lire et à vous le procurer si vous le pouvez. Qui plus est, ça montre également à quel point les traditions sont importantes dans la société japonaise et peuvent influencer les individus, parce que je pense que vous le savez, mais les Japonais ont énormément de traditions et elles vont peser sur pas mal d'étapes dans la vie, influencer plusieurs étapes de la vie, et notamment là il en est question clairement dans ce roman. Par la suite, dans ce mois de mai 2021, j'ai pu lire Ceci est mon sang de Élise Thiebaud. Donc c'est un essai, donc voilà, déjà si vous n'êtes pas très à l'aise peut-être que ça va vous freiner, mais je vous en prie, lisez-le parce que c'est un très très bon essai et un essai accessible. J'ai pas eu l'impression de lire un essai en fait. Le côté très théorique avec des chiffres et tout ça passe plutôt bien, parce que l'autrice va nous parler donc des règles, donc elle va vraiment aborder plein de thématiques en lien avec les règles des femmes, que ce soit je pense au niveau de la perception, le nombre de problèmes liés à ça, comment les règles sont traitées au niveau du divertissement, de la télévision, des séries, bref voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont abordés dans cet ouvrage. Et comme je le disais, il est très accessible parce que l'autrice, je pense, a conscience qu'elle s'adresse à une population plutôt jeune peut-être, qui n'a peut-être pas forcément l'habitude de lire des essais, et par conséquent elle va beaucoup faire référence à de la pop culture. Donc là je me souviens un peu, je crois que c'était Rupicor qui était mentionné. Voilà, donc des éléments comme ça qui peuvent rappeler au lecteur et permettre de faire des liens, de mieux comprendre la situation. Et comme je le disais, c'est écrit de manière à ce que ce soit compréhensible facilement. Donc vraiment, je pense que c'est un essai qui est susceptible de plaire, qui peut être abordable. Bon, il faut évidemment aimer un tant soit peu la lecture, je pense, pour pouvoir se plonger dedans, mais si vous souhaitez aborder profondément la question des règles auprès, je sais pas, d'une jeune femme, je pense que c'est un bon moyen d'en parler, en brisant les tabous qui sont autour, en parlant librement de la sexualité et du corps de la femme tout simplement. Donc foncez si vous êtes intéressé tout simplement. En plus de ça, il se
pourrait que l'autrice fasse parfois un peu d'humour, donc ça rend le récit encore plus vivant et plus agréable également à la lecture. Donc c'est pour ça que je vous le recommande, parce que je trouve que c'est un essai qui est tellement accessible que voilà, c'est agréable à lire et de comprendre voilà, qu'il y a certains préjugés qui ont la vie dure. Dans ce mois de mai, j'ai également lu un autre livre de Laurent Godet. Là, c'est un livre qui est sorti, je crois, l'année dernière, et c'est Paris 1000 vies. Donc on va suivre le narrateur qui, un beau soir, alors qu'il se trouve, enfin qu'il sort de la gare, va être interpellé par un individu qui va lui dire qui es-tu? Et cette question va tarauder le narrateur qui va se demander qui suis-je? À partir de là, le narrateur va se laisser embarquer par cet inconnu à travers un long voyage dans les rues de Paris, sur les traces du passé même de Paris, en rencontrant diverses figures. Donc ça peut être le père du narrateur, mais également des figures plus connues. Je pense notamment à Victor Hugo par exemple, qui va être rencontré par l'auteur, et ainsi va se dérouler un peu certaines grandes étapes de la vie de Paris et des personnages qui l'ont côtoyé de près ou de loin. Alors c'est plutôt poétique et plutôt beau également, dans le sens où c'est un peu un voyage fantastique que Laurent Godet va nous proposer et qui va permettre de visiter différentes temporalités de manière plutôt brève. On va pas s'attarder trop sur les époques, on va vraiment, je pense, survoler certaines étapes et on va vraiment pas traiter l'entièreté de la vie de Paris et de ses figures emblématiques, mais voilà, on va les aborder, et je pense que c'est aussi une manière pour l'auteur Laurent Godet de parler de son vécu, de sa vie, de ses influences également, des personnalités qui ont pu l'influencer et jouer un rôle dans sa carrière d'écrivain. Et c'est pour ça également que je voulais faire un lien avec un autre livre qui est un peu dans le même genre à mon sens, avec cette idée de voyager dans une ville et de découvrir un passé. Donc c'est notamment Dora Bruder de Patrick Modiano. Paris 1000 vies m'a beaucoup fait penser à cette œuvre là, et donc si Paris 1000 vies vous tente, peut-être commencer par Dora Bruder, ou en tout cas lire les deux. Voilà, c'est juste un petit conseil comme ça au passage, mais ça a été une très bonne lecture et je vous le recommande vivement. Ensuite, dans ce mois de mai 2021, j'ai lu Femme de dictateur, le deuxième tome de Diane Ducré. Alors, j'ai décidé d'en parler dans ce point lecture parce que j'avais parlé du premier tome l'année précédente, je crois, et j'avais confié que j'avais été un peu déçue de la démarche menée par l'autrice. Je trouvais que c'était dommage de parler trop en fait du dictateur et pas mettre assez en lumière les femmes alors que c'est le titre. Et avec le recul et la lecture du deuxième tome, je pense que je me suis un peu trompée. Comment dire, j'ai mal interprété, je pense. J'ai cherché trop le portrait des femmes, alors que finalement, en fait, la démarche de l'autrice est plutôt sensée, puisque on va partir du dictateur, on va planter un peu le décor de ce dictateur en parlant de son enfance, mais de manière plutôt concise. En tout cas, dans le tome 2, c'était plutôt concis. Et à partir de là, on va évoquer toutes les figures féminines qui l'ont côtoyé de près ou de loin. C'est ça le topos un peu de femmes de dictateur. Et donc, il y a pas mal de femmes qui ont côtoyé, parce que ça peut être les femmes officielles comme les amantes, ou tout simplement les bras droits, si j'ose dire, de ces dictateurs, voire les mères même. Enfin bref, voilà, toutes les femmes qui ont pu les côtoyer de près ou de loin et qui ont joué un rôle dans leur carrière, dans leur vie et tout ça, et dans leurs actions. Et dans le tome 2, ça transparaissait plus la volonté de mettre en lumière ces femmes, de montrer à quel point elles ont joué un rôle, de les remettre un peu, pas au goût du jour parce que j'aime pas trop cette expression, mais voilà, de mettre un peu la lumière sur elles, de montrer que le dictateur était pas tout seul, qu'il y avait quand même des femmes qui étaient derrière et qui ont eu de l'importance dans sa vie ou dans leur vie. Après, j'avoue que c'est pas une lecture détente, donc c'est pour ça que je le recommanderais pas à tout le monde, parce que ça reste pas forcément très accessible. Même si le style d'écriture est abordable, ça reste un essai, et par conséquent, je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Contrairement à Ceci est mon sang, qui veut faire un pas vers une population qui est pas forcément tentée par les essais. Là, on sent que c'est destiné à un public qui va lire des essais, notamment des essais historiques. On sent qu'il y a quand même derrière voilà, matière et un discours plutôt pas élitiste, parce que c'est pas vrai, mais voilà, enfin faut être habitué à lire un peu des essais pour vraiment kiffer sa lecture tout simplement. En plus de ça, je trouve que le point fort, c'est qu'on sent que l'autrice derrière a fait un gros travail de recherche, notamment au niveau de ses sources, notamment au niveau donc des témoignages, parce qu'elle a recueilli des témoignages pour pouvoir peaufiner son œuvre. Et ben j'ai beaucoup aimé ce côté très qualitatif, le côté recherche très poussé mené par l'auteur. Bref, donc si vous aimez lire des essais, et notamment des essais historiques, et que vous êtes intéressé par le fait de découvrir les femmes qui ont pu jouer un rôle dans la vie de ces dictateurs, et bah foncez, parce que ça va vous plaire, croyez-moi. Dans ce mois de mai, j'ai lu... Alors oui, il y a une histoire derrière ce roman, c'est que j'ai lu le tome 2. Je ne savais pas que c'était un tome 2.
Donc j'ai pas tout compris sur le moment, mais c'est si bien écrit que j'ai quand même réussi à comprendre le propos du tome 2 et je l'ai apprécié. Et ça c'est fort. Dans le tome du coup, le tome 2, je vais essayer d'être plutôt concise afin que je spoil pas trop le tome 1. Mais là en gros on va suivre une lycéenne, enfin l'histoire d'une lycéenne qui est passionnée de natation et qui du jour au lendemain ne peut plus faire de natation. Elle a l'air d'être gênée par l'eau, enfin elle a l'air d'avoir un rapport qui a changé avec l'eau et ça intrigue beaucoup de personnes, dont l'héroïne du tome 1 qui a déposé une mystérieuse relique sur un banc en espérant qu'elle tombe entre les mains d'une autre personne, et elle comprend que cette autre personne c'est la jeune fille qui est amatrice de natation. Et cette relique, bon c'est développé dans le tome 1 mais en gros a une importance fondamentale, elle va permettre de consulter, d'être sensible aux esprits du passé qui vont permettre d'en apprendre plus sur soi, de comprendre son passé, de l'histoire familiale, tout ça. Et ça va être notamment le cas de la jeune fille passionnée de natation qui va pouvoir comprendre tout un pan de l'histoire de sa famille et mieux se comprendre également. En plus de ça, ça va être entrecoupé, comme il y a des fantômes qui vont rendre visite à cette jeune femme, on va avoir droit à des petits flashbacks avec des moments où on plonge véritablement dans ce passé en même temps que les personnages et on découvre des pans de l'histoire avec un grand H. Alors comme je le disais, comme c'est le tome 2, je ne le savais pas, j'étais un peu déroutée au début, mais j'avoue que l'histoire elle est construite de manière plutôt intelligente. C'est un récit qui est destiné à, je pense, à des adolescents et je l'ai trouvé construite intelligemment avec des personnages qui tiennent la route, pas de discours trop clichés, et puis le côté faire des passerelles avec l'histoire, des moments historiques, c'était un parti pris plutôt intéressant et qui fonctionne plutôt bien dans le récit. En plus de ça, l'idée de montrer un peu avec les fantômes du passé qui viennent hanter les vivants, je pense que c'est quelque chose qui peut plaire également à des adolescents, donc ça a été une très bonne surprise. Du coup j'ai envie de lire le tome 1. Le seul truc à savoir c'est que apparemment, enfin dans ma lecture je m'en suis rendu compte, mais l'autrice a l'air de faire beaucoup référence à d'autres œuvres de sa bibliographie, notamment celle qui a écrit Le Manoir je crois, qui est une autre série qu'elle a développée je crois en parallèle. Donc c'est à lire, surtout si en plus de ça vous avez lu Le Manoir, si vous avez envie de découvrir de nouveaux auteurs ou autrices, et je pense que ça peut vous plaire. En plus de ça, ça fait un peu penser à un jeu de piste, on va chercher des clés dans le passé pour comprendre ce qui se passe dans la réalité. Puis l'écriture est abordable, c'est simple à comprendre, c'est bien écrit en même temps, c'est bien construit, donc vraiment je pense que c'est une très très bonne histoire et que ça peut plaire. Donc, du coup c'est fini. J'ai fini mon point lecture de mai 2021. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert de nouvelles œuvres, en espérant que j'ai réussi à vous les développer, à vous donner envie de les lire. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à partager, à commenter, à laisser un like et tout ça, histoire de me soutenir, ça me fait toujours plaisir. D'autant plus que j'ai vu que on est arrivé à 100 abonnés, je ne sais pas comment, mais on a dépassé les 100 abonnés, ça a été un très bon moment de découvrir ça, ça m'a fait énormément plaisir. Et je souhaitais du coup vous remercier infiniment pour le soutien, pour les commentaires que vous laissez, même si c'est pour me dire parfois que vous avez réussi un examen grâce à moi, ça me fait super plaisir. Je me dis que mes vidéos sont utiles et qu'elles vous aident, et voilà, donc et ça me fait plaisir. Bref, je parle trop comme d'habitude. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!